Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix, ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Ça va mon Philippe ? Ah, ça va doublement bien, Cécile. C'est vrai ? Pourquoi ? Oui, c'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui, qui fête en plus une décennie. Oui. Elle fête ses 60 ans et donc je voulais lui souhaiter un bon anniversaire et lui dire que je l'aime. Et voilà, bon anniversaire. Et Philippe, vous allez lui offrir quoi ? Alors ça c'est trop personnel pour le dire, mais aujourd'hui elle va recevoir un bouquet là ça va être livré de 60 roses rouges. Ah, très bien, dis donc. Et moi, rien. Non. Mais vous savez, je faisais un calcul, je passe plus de temps avec vous qu'avec elle globalement, oui, non ? D'ailleurs, il faut que je lui parle, j'ai 2 ou 3 trucs à lui dire. Voilà, en tout cas, bon anniversaire. J'espère. Oui, bien sûr, vous me connaissez. Elle a de la chance. Ouais. Oui. Qui ça, moi ou sa femme ? Non, sa femme. Ah oui. De la façon trop rouge. Ah, je pensais que c'était de le voir moins que moi. Non, mais j'espère qu'il fera un cadeau un peu plus. Bon, ce sera un beau cadeau, mais 60 romantique. roses rouges, ça fait plaisir à François Pupponi, c'était l'emblème du Parti Socialiste. Alors je suis sûr qu'il trouve que le cadeau est bien, non ? Oui. Non, Bon. depuis quelques années, non. Il a changé. Que les épines. Il a changé. Voilà, j'ai encore mal à la main. Allez. Donc Allez. Isabelle, je t'embrasse et je t'aime. Et voilà. Et bon anniversaire. Oui, c'est mignon, voilà. Il est adorable. Oui, franchement. il sait l'être. Il nous Allez, a on vous jamais souhaite... dit ça, franchement. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio et dans Les Vraies Voix, ensemble jusqu'à 19h. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Emmanuel Macron qui a proposé une coalition internationale pour lutter contre le Hamas. Après sa rencontre avec les dirigeants israéliens, la proposition manque encore de précision, mais elle vise à étendre la coalition déjà présente contre Daesh en Irak et en Syrie pour lutter contre le Hamas, notamment en partageant les renseignements entre différents pays, Philippe. Oui, mais Macron peut-il être suivi dans cette proposition de coalition ? Et si oui, par qui ? Par les Occidentaux ? Par des pays du Golfe ? Est-on dans le flou artistique ? Une coalition qui fait quoi ? Des frappes aériennes ? Une intervention au sol ? Est-ce le rôle de Macron de faire cette proposition ou était-ce à Biden ? Les USA étant quand même beaucoup plus puissants que nous. Quoi que vous en pensiez, venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour le moment, à 59%, vous dites que Macron n'a pas raison de vouloir créer une coalition contre le Hamas. Et notre expert du jour pour en parler, Roland Lombardi, sera avec nous, docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef du média franco-égyptien de géopolitique, Le Dialogue. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix. À 18h30, la reine Rania de Jordanie a accordé une interview à CNN. L'épouse du roi Abdallah II a évoqué sans concession la guerre entre Israël et le Hamas, témoin depuis le 7 octobre du conflit qui oppose ses voisins. Rania Jordani a partagé sa colère face aux réactions du monde occidental. Aussitôt, l'attaque sanglante du Hamas perpétrée. Une grande majorité des pays occidentaux menés par les États-Unis ont évoqué le droit d'Israël à se défendre. Et selon vous, est-ce que le conflit israélo-palestinien a été géré de manière équilibrée par les Occidentaux depuis des décennies ? Comprenez-vous les critiques qui souvent ont été adressées aux Américains d'être pro-israéliens dans les négociations au Moyen-Orient ? Est-ce que la puissance qui a été considérée comme une puissance d'équilibre et qui était en France a encore un rôle à jouer ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et comme le dit Rania Jordani, y a-t-il un 2 poids 2 mesures de l'Occident sur la gestion du conflit israélo-palestinien ? Vous êtes 67% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre expert du jour pour en parler, Frédéric Pichon, sera avec nous, professeur de géopolitique et expert du Moyen-Orient. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner dans ces débats et puis dans cette émission, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue Philippe, comment allez-vous ? Je vais très bien. On fait un même petit bilan de si santé c'est pas aujourd'hui. mon anniversaire, Non. c'est pas grave. Non, mais en tout cas, on est heureux de le fêter aux côtés de Philippe David. Olivier D'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Bonsoir Olivier. Présent. D'Artigol. Présent. Vous avez Il l'air est content de vous Oui, retrouver. il est content. C'est mercredi. Oui, c'est vrai. Il a l'air content, c'est mercredi. Voilà. C'est le jour des adultes. Au lieu de dire oui, c'est le plus beau jour de ma vie, Oui. voilà, on a que c'est mercredi. J'attends de voir comment les 2 heures vont Alors se que passer. François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député, il a envie de nous dire c'est le plus beau jour de ma vie. Bonsoir. Oui, absolument. Voilà, non. Au moins, il parle vrai. Non, la C'est- période est compliquée et difficile. Ouais, la période est très Mal à difficile. demander aux gens si ça va quand on voit le contexte dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on vient de basculer, Ouais, c'est qui est d'un monde qu'on ne imaginait plus. Et qui a fait le conflit au Proche-Orient, a fait disparaître d'ailleurs des écrans radars, le conflit en Ukraine et le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. N'en parlez pas. Qui vont Les plus trop punaises de venir, lit. qui continuent pourtant. Ouais, et qui Mais dont continue. on parle plus. Allez, comme tous les jours, vous nous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300 et merci pour ça. Écoutez, c'est Michel qui nous appelle des Hauts-de-Seine.
je suis Michel Jaillet dans le 92. J'étais à la manifestation pro-palestinienne de dimanche. Il n'y avait rien sur le Hamas. Il y avait aussi un drapeau français. Je suis allée longtemps dans les manifestations pro-palestiniennes dans les années 90. En 2009, c'était dominé par le Hamas. À partir de ce moment-là, je ne suis plus allée. Donc, c'est bien que les manifestations soient permises. Et là, il y avait vraiment des groupes d'amitié judéo-arabes. Ça existe encore. Mais les pauvres, ils n'ont pas beaucoup la parole. Merci beaucoup. Oui, c'est un joli message, Philippe Bilger. Vous pouvez me le synthétiser? Le synthétiser, c'est qu'elle dit qu'elle a toujours fait elle a toujours fait les manifestations pro-palestiniennes, qu'elle l'a arrêté quand le Hamas s'en est mêlé, et que maintenant elle a vu effectivement durant ces manifestations la manif de dimanche, et finalement des Juifs et des Arabes qui se parlaient. Ah bon, voilà. Donc c'est positif. Oui, c'est plutôt positif. Alors, voilà. Si c'est ce qu'elle veut dire, il n'y a pas de problème de mon côté. Olivier D'Artigol. C'est important ces témoignages, dire qu'il peut y avoir des personnes très sensibilisées à la situation à Gaza, en Cisjordanie, sur la cause palestinienne, mais qui veulent la sécurité et la paix pour l'État d'Israël, la solution à 2 États. Alors bien sûr, il y a dans ces manifestations des choses qui peuvent s'exprimer et qui sont inadmissibles, il faut le dire, mais il faut penser aussi à ces citoyens qui sont dans une approche équilibrée et raisonnable. François Pupponi. Moi, les manifestations pro-palestiniennes, je connais bien, je vois comment ça peut toujours évoluer et comment ça évolue. Moi, j'ai toujours été pour, et j'ai jamais entendu un responsable israélien me dire qu'il n'était pas pour 2 États. Il faut juste 2 États, dont un État palestinien qui dit « je reconnais le droit à Israël d'exister ». C'est tout. Absolument. Ce qu'on demande au Hamas et éventuellement aux autres, c'est « ok pour 2 États ». Et les Israéliens disent « ok », d'abord ils le souhaitent, parce que c'est la survie d'Israël qui est en jeu, oui pour 2 États, mais reconnaissez maintenant, une bonne fois pour toutes, qu'on a le droit de vivre et d'être là. Ce qu'Arafat avait fait en 93. Voilà, et depuis que les responsables palestiniens ne font plus. Voilà. Donc on demande à l'État d'Israël de dire on fait 2 États, dont un qui veut vous détruire. Allez, 0826. Donc il faut que tout le monde fasse un pas, mais que le Hamas commence par faire un pas. Quoi. La paix, ça se fait à 2. Ouais. La paix, ça se fait à 2 avec des gens qui ont envie de vivre à 2. 0826 300 300, ce numéro que vous utilisez tous les jours. Hervé qui nous appelle d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ça va Hervé? Bah écoutez, oui ça va. Alors écoutez, je vais prendre, je vais dire un certain nombre de choses pas assez désagréables parce que je trouve que dans les médias il y a trop peu d'histoires et d'historiens quand il y a des attentats. On invite surtout des psychanalystes ou des psychologues. Est-ce qu'on imagine simplement lorsqu'il y a eu le procès de Nuremberg d'inviter les psychanalystes et les psychologues lorsqu'il y a eu la nuit de Cristal en 1938? Est-ce qu'on pense que c'était uniquement un problème psychologique et pas un problème d'idéologie? Voilà ce que je voulais dire. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur le Hamas, je vous signale quand même que dans la déclaration, enfin dans la charte du Hamas, la Constitution en 1988, il y a bien marqué que l'islam est sa règle de vie, qu'il faut purifier le pays et les humains des souillures, notamment des juifs, et qu'il faut tuer tous les juifs. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer véritablement, si vous voulez, avoir une solution à 2 États quand vous avez un des 2 protagonistes qui veut éradiquer totalement, on l'a déjà dit, bon, moi je le redis, il faut aller voir la charte du Hamas de 1988, vous serez surpris. Philippe Bilger. Il a totalement raison, c'est ce que vient de dire François, et c'est ce qui rend tout dialogue impossible, parce que un dialogue n'est possible que si on est au moins au même niveau dans la possibilité d'un accord. Olivier D'Artigol. Le Hamas n'est pas un interlocuteur pour l'avenir de la Palestine. Oui, sauf que, tu as raison, mais le vrai problème, c'est que le Hamas, à un moment, était élu. Oui. Par les Gazaouis. Oui. Mais après, il a confisqué le pouvoir, il a tiré à balles réelles sur la foule, etc. C'est que quand il a été élu, tout le monde connaissait sa charte et tout le monde connaissait sa volonté de tuer les Juifs et de les éliminer du territoire sur lequel ils vivent. Donc, à un moment, les Gazaouis ont pris aussi une part de responsabilité. Donc maintenant, ce que l'on peut souhaiter, espérer, c'est qu'après les terribles moments que nous vivons, effectivement, des faiseurs de paix se lèvent et qu'ils arrivent à faire ces fameux 2 États en se respectant. Enfin, ce qui serait bien, c'est que voilà, l'histoire se termine comme ça. On va en parler de toute façon tout au long de cette émission. 0826 300 300 dans quelques instants. Les 3 mots de l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Et le procureur va requérir sur quoi, Philippe? Alors moi, contre les tueurs dans l'histoire, au nom de la religion ou de la politique ou des 2.
On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. Aude vous attend, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous voilà de retour avec les vraies voix et Philippe David, bien entendu. On est ensemble pour accueillir Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, et François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député, mais qui commente forcément l'actualité avec nous. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu. On est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots sont avions, démission et ascension. La France va mobiliser des avions, un navire aussi pour apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Israël, de son côté, réclame la démission du secrétaire général de l'ONU après une passe d'armes sur le conflit hier soir. Et puis le Tour de France dévoilé, il va partir d'Italie cette année avec beaucoup de montagnes. Dans quelques instants, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre ce message glaçant d'un jeune terroriste qui vient de tuer 10 Israéliens et qui le dit à son père. Notamment parce que, à partir du moment où j'ai envie de requérir contre le meurtre en histoire, contre les tueurs dans le domaine historique, je pourrais commencer très loin en amont. Les génocides au nom de la pureté raciale, éventuellement au nom d'une lutte des classes totalement dévoyée. Je pourrais continuer à égrener les meurtres dans l'histoire, mais ce qui m'importe, et Cécile y a fait allusion tout à l'heure, c'est le témoignage absolument glaçant de ce jeune homme, jeunesse théoriquement porteuse de l'espoir et du futur et de quelque chose qui est bienveillant naturellement, qui se félicite auprès de ses parents qui eux-mêmes le gratifient d'avoir tué au moins 10 juifs. Il y a quelque chose là qui renvoie à une conception qui est même tellement éloigné de notre condition de la vie et de notre exigence éthique qu'on se demande, et Dieu sait qu'en tant qu'avocat général, j'ai tout refusé de dissocier l'humain, le pire, de ce qu'on est, on se demande même un millième de seconde s'il appartient à notre monde. Et pourtant, il y appartient. C'est très clair, ce jeune homme relève de notre humanité, même en proférant le pire, un pire abject. Olivier d'Artigol. Oui, mais d'autant que le procureur a dû, dans sa carrière, approcher l'horreur, cette humanité dévoyée et en se posant les mêmes questions. Absolument. Et on n'a pas la réponse à ça. François Pupponi. Dans ces attentats du Hamas, 30 Français de confession juive ont été tués. 30 Français. Donc un bilan qui est très lourd pour notre pays. Et on a connu ça sur le sol français, avec bien sûr le Bataclan, avec Hypercacher, avec Charlie Hebdo. Effectivement, c'est devant la barbarie, devant l'inhumanité, on est nous qui avons des valeurs, des principes complètement démunis. Enfin, on se dit, mais comment est-ce possible ? Et on se pose toujours la question, comment est-ce possible de se réjouir d'avoir assassiné des personnes comme ça, de les avoir tuées, et de les avoir tuées parce que juives. Voilà, c'est ça, dans l'antisémitisme qui est insupportable, c'est qu'on tue l'autre uniquement parce qu'il a cette religion. Et donc, il est, selon ceux qui le tuent, porteur de tous les maux de la terre. Ça fait quelques milliers d'années que ça existe, mais là, on le vit, et on pensait naïvement, que le XXe siècle, le siècle n'allait pas perdre ça. Il y a eu la Shoah, que le XXIe siècle, on allait aller peut-être vers un peu plus de raison. Et bien, on s'aperçoit que malheureusement, la barbarie est toujours présente. Et on la voit bien sûr s'étaler tous les jours sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça rend la chose encore pire que ce qu'elle est à la base. Les 3 mots dans l'actu, et c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont avions, démission et ascension. La France va mobiliser des avions et un navire pour apporter de l'aide médicale à Gaza, indique Emmanuel Macron. Il rencontrait le roi de Jordanie et le président égyptien aujourd'hui. Israël réclame la démission du secrétaire général de l'ONU après une passe d'armes sur le conflit entre Antonio Guterres et le ministre israélien des Affaires étrangères. Et puis le Tour de France va partir d'Italie cette année, comme son nom ne l'indique pas. L'organisation dévoile le prochain tracé avec plus de montagnes et plus de cordage aussi pour éviter les collisions avec les spectateurs. Les vraies voix Sud Radio.
L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens annonce qu'elle pourrait cesser ses activités dans les prochaines heures, faute de carburant dans la bande de Gaza, assiégée, de nouveau pilonnée aussi par l'armée israélienne, en riposte à l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. Emmanuel Macron, lui, poursuit sa tournée dans la région. Après les dirigeants israéliens et palestiniens hier, il rencontrait aujourd'hui le roi de Jordanie, puis le président égyptien. La frontière entre l'Égypte et Gaza, stratégique pour l'aide humanitaire, d'où ces remerciements, puis cette mise au point aussi d'Emmanuel Macron. Je veux vous remercier dans ce contexte de ce que vous avez su d'ores et déjà organiser samedi dernier lors du sommet du Caire pour mesurer l'urgence de trouver des solutions rapides aux drames comme aux problèmes qui existent depuis si longtemps. J'ai aussi, je veux vous le dire, entendu votre message, comme j'ai entendu l'alarme du roi de Jordanie sur les doubles standards. Nous en avons parlé il y a quelques heures à Amman. Je vais ici être très clair. La France ne pratique pas le double standard. Le droit international s'applique à tout le monde. Et la France a toujours porté des valeurs universelles d'humanisme. Toutes les vies se valent. Et Emmanuel Macron tout à l'heure devant le président égyptien. Philippe Léger. Je suis frappé d'abord depuis que j'entends le président de là-bas par sa sobriété, son absence totale même de léger narcissisme dans la culture de l'émotion, et d'autre part je crois que François a le même sentiment. Je me demande s'il a changé, s'il est enroué, ou bien si simplement c'est la gravité qui l'étreint en permanence. Très certainement la gravité. Je suis toujours surpris de voir la photo des présidents en début de mandat et leur photo en fin de mandat. Voir comment la charge inouïe de cette responsabilité, notamment le contact avec la mort, avec la souffrance. Les images du président hier avec la famille, les familles des otages sont des images très fortes. Et donc, bien évidemment, tout ça joue sur lui. On va en discuter ce soir. Je pense que ce qu'il a fait est honorable. François Quand bien même il peut y avoir du débat politique sur certains aspects, ce qu'il a fait est honorable et positionne la France, si ce n'est fortement, en tout cas justement. Allez, François Pupponi. Moi, j'ai vu évoluer le président sur ces sujets-là. Rappelez-vous, au début du mandat, y compris vis-à-vis d'un certain nombre de réseaux qui peuvent exister, sur l'Algérie, les positions qu'il pouvait avoir. Et pour moi, il y a eu un basculement lorsqu'il y a eu l'attentat de la préfecture de police. Lorsqu'il a été vraiment confronté, même s'il avait été avant, peut-être en tant que ministre, mais il n'était pas en première ligne, mais lorsqu'il a compris ce que pouvait être l'islam radical, le terrorisme, et lorsqu'on côtoie les familles, on voit les gens, quand là on prend conscience. Mais j'avais eu les mêmes discussions avec Manuel Valls ou avec Bernard Cazeneuve. Voilà, quand on est confronté comme ça au terrorisme, ça change complètement un homme, et un homme politique, parce que il prend le poids des responsabilités sur lui, et surtout il comprend la douleur et la souffrance. Allez, deuxième mot. Israël réclame la démission du secrétaire général de l'ONU. En cause ces mots d'Antonio Guterres hier soir, il s'est dit préoccupé par la situation humanitaire à Gaza, avant d'évoquer aussi l'origine du conflit entre Israël et les Palestiniens. Il est important de reconnaître que les attaques du Hamas n'ont pas eu lieu en dehors de tout contexte. Les Palestiniens sont soumis à une occupation suffocante depuis 56 ans. Ils ont vu leurs terres progressivement dévorées par la colonisation et minées par la violence, leur économie entravée, leur peuple déplacé et leurs maisons démolies. Leurs espoirs pour une solution politique à leur calvaire se sont évaporés. Mais les griefs du peuple palestinien ne peuvent pas justifier les horribles attaques du Hamas. Et ces horribles attaques ne peuvent pas justifier la punition collective du peuple palestinien. Des mots du chef de l'ONU qui ont rendu furieux le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen. Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous? Sans aucun doute, ce n'est pas le nôtre. Dites-moi quelle est la réponse proportionnée au fait de tuer des bébés, de violer des femmes et de les brûler, de décapiter un enfant. Comment se mettre d'accord sur un cessez-le-feu avec quelqu'un qui a juré de vous tuer et de détruire votre existence? Après cette réponse du ministre israélien des Affaires étrangères, l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU est allé encore plus loin en exigeant la démission du secrétaire général de l'ONU à la suite de ces échanges. Troisième mot, ascension, on connaît désormais le tracé du prochain Tour de France.
Et oui, le Tour de France qui va partir donc d'Italie. Oui, on n'est pas chauvin. Il s'élancera de Florence le 29 juin pour arriver à Nice le 21 juillet après un double passage par les Alpes, plusieurs incursions, même au-delà des 2000 mètres. Le parcours comporte notamment le Galibier, le Tourmalet, la cime de la Bonnette, 2802 mètres. La Bonnette, la plus haute route asphaltée de France. Ce sera la première fois que la grande boucle se termine hors de la capitale, un choix imposé par la présence des JO de Paris. Notez que l'organisation du Tour promet de multiplier les cordages aussi dans les cols après les incidents avec le public lors de la dernière édition. Les cordages existent depuis très longtemps, mais on va les multiplier. C'est la rançon du succès, philosophe le patron du Tour. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, le grand débat du jour. Hier, Emmanuel Macron a proposé lors de son déplacement en Israël de créer une coalition internationale pour lutter contre le Hamas. La question du jour, Macron a-t-il raison de vouloir créer cette coalition contre le Hamas? Vous nous répondez 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Roland Lombardi, décidément docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef du média franco-égyptien de géopolitique Le Dialogue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question juste avant notre débat. Est-ce qu'en matière de coalition, les pays unis contre Daesh pourraient-ils s'unir face au Hamas? Non, je ne pense pas. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez bien fait de nous rejoindre dans cette belle maison de Sud Radio. 0826 300 300, ça c'est votre numéro. Vous pouvez nous retrouver sur à peu près toutes les plateformes pour donner votre opinion et débattre. On est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter. On est partout en fait. Oui. On n'arrête pas de vous le dire, mais même derrière vous, attention, retournez, on est là. Avec nos invités aujourd'hui, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député. Bienvenue à tous. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je propose à nos partenaires internationaux que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Quelle mouche a donc piqué le président français d'annoncer l'idée même d'une coalition contre le Hamas avec un rétro-pédalage? Vous avez vu dans la foulée dès hier soir de l'Elysée. À mon avis, même les Israéliens et les Américains n'étaient pas très enthousiastes. Il a sorti une annonce de son chapeau dont manifestement ni le Quai d'Orsay ni ses services à l'Elysée ne sont au courant et qui pose un certain nombre de flous parce que une coalition contre le Hamas, est-ce que ça veut dire déployer des troupes au sol et des troupes de l'armée française sur le territoire de la bande de Gaza? On ne peut pas mettre dans l'embarras les dirigeants palestiniens et arabes plus que ça. Et donc Emmanuel Macron a proposé cette coalition internationale pour lutter contre le Hamas. Après sa rencontre avec les dirigeants israéliens, la proposition manque encore de précision, mais elle vise à étendre la coalition déjà présente contre Daesh en Irak et en Syrie pour lutter contre le Hamas, notamment en partageant des renseignements entre différents pays, Philippe. Oui, et Macron peut-il être suivi pour cette proposition? Et si oui, par qui? Par les Occidentaux, des pays du Golfe? On est dans le flou artistique? Une coalition qui fait quoi? Des frappes aériennes, une intervention au sol? Est-ce le rôle de Macron de faire cette proposition, sachant que les Américains sont quand même infiniment plus puissants que nous, politiquement, diplomatiquement et militairement? Macron a-t-il raison de vouloir créer une coalition contre le Hamas? Vous êtes 63% à dire non. Vous pouvez réagir d'attend vos appels au 0826 300 300. Avec Roland Lombardi qui est avec nous, docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef du média franco-égyptien de géopolitique Le Dialogue. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. En attendant, Philippe Bilger, tour de table de nos vraies voix, c'est à cette question. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir cette coalition contre le Hamas? Je distinguerai deux plans dans la visite d'Emmanuel Macron. Le premier que j'appellerais d'éthique internationale. Là, je considère qu'il réussit un tour de force en refusant tout parallélisme entre la barbarie contre Israël et la compassion qu'on peut avoir pour les victimes palestiniennes. Là, c'est un tour de force parce que ça n'était pas évident de le réussir. Et le second plan, pour moi, c'est la politique internationale où il a dû inventer, ou même pas, proposer l'élargissement d'une coalition internationale qui est vouée à l'échec puisqu'aucun pays arabe ne viendra s'y intégrer et d'autre part les États-Unis, pour ne prendre que leur exemple, l'ont traité même pas par le mépris mais n'en ont pas parlé. Donc il devait proposer quelque chose, il l'a fait, mais ça n'est pas ça l'essentiel de son voyage là-bas.
Olivier d'Artigol. Oui, je partage. Alors hier, au moment de cette annonce, on a pu penser que c'était le résultat de discussions en amont avec les canaux diplomatiques et que des pays très influents, à commencer par les États-Unis, avaient été mis dans la boucle. Or, il semblerait que cela ne soit pas ça. Et plutôt, je ne veux pas dire un coup politique, mais une annonce politique pour occuper le terrain diplomatique, mais ça reste un objet non identifié. Est-ce qu'il s'agit de la coalition actuelle qui a été mise en place avec plus de 80 pays sous la houlette des États-Unis quand même, face pour l'Irak et la Syrie face à Daesh, ou est-ce qu'il s'agit d'un autre objet? Si c'est le cas, il faut le préciser. L'absence de réaction des principaux partenaires pour mettre en place ceci pose question. La seule chose positive, c'est d'associer le Hamas à l'État islamiste, à Daesh, et là, sur le plan politique, c'est un point marqué. François Pupponi. Le président a raison. On ne peut pas, effectivement, comme ça vient d'être dit, considérer que le Hamas et que Daesh, c'est la même chose et ne pas traiter les deux de la même manière. Alors, le contexte est différent, bien entendu, que les modalités peuvent être différentes. Mais je rappelle que, par exemple, sur Daesh, dans une espèce d'hypocrisie un peu globale, aujourd'hui, des dizaines de milliers de soldats de Daesh sont emprisonnés, gardés par les Kurdes. On demande aux Kurdes de nous aider à garder des islamistes dangereux et que régulièrement ces Kurdes qui nous protègent se font bombarder par les Turcs qui sont membres de l'OTAN. Donc on est dans une situation où on voit bien qu'au niveau international, on veut lutter contre Daesh, on demande à les Kurdes de le faire, mais ils se font bombarder par... Bon voilà. Donc effectivement qu'il faut lutter contre le Hamas. Aujourd'hui, on sait très bien que les responsables du Hamas sont en toute liberté au Qatar. Est-ce que les Américains ont accepté que Ben Laden reste en toute liberté? Est-ce que nous, on a considéré qu'on n'a pas eu de scrupules à aller tuer les responsables de Daesh? Et à chaque fois qu'on en tuait un, on disait, ça y est, voilà. Donc, pourquoi traiter le Hamas différemment que ce que l'on a traité Daesh? Daesh nous a attaqués. Al-Qaïda a attaqué les Américains. Et donc les Israéliens, eux, ont décidé aussi de régler le problème du Hamas, comme nous avons tenté de régler Daesh, et comme les Américains ont tué Ben Laden. Donc il faut un parallélisme. Effectivement, alors après, peut-être que Macron l'a fait un peu... Mais la demande est positive. Il faut voir comment les autres vont réagir. Mais je vous donne mon sentiment. Je pense que les grandes puissances le feront sans le dire. Ouais. Comme on le fait généralement dans ces cas-là. On va demander son avis à Roland Lombardi. Vous venez d'entendre nos vraies voix. 86 pays contre Daesh. Aujourd'hui, est-ce que forcément tous ces pays, vous l'avez dit tout à l'heure, ne pourront pas s'engager, en tout cas comme ils le font, face à Daesh? Mais non, pour la bonne et simple raison, comme l'ont dit vos chroniqueurs, il y a donc plus de 80 pays dans cette coalition qui a été fondée en 2014 contre Daesh. Il y a de nombreux pays arabes, l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite, d'autres pays du Golfe, mais qui ont adhéré à cette coalition parce qu'ils étaient menacés par Daesh, directement. Aujourd'hui, ils ne sont pas menacés par le Hamas. Et certains entretiennent des relations, officielles ou non officielles. Bon, ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Le Qatar, M. Pupponi l'a très bien rappelé, le Qatar héberge les chefs du Hamas à Doha. Donc, je vois mal le Qatar adhérer à cette coalition. Il y a la Turquie aussi, même si on peut débattre sur le rôle de la Turquie dans sa lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. La Turquie fait partie de cette coalition, mais elle aussi est très proche du Hamas. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, M. Erdogan a rappelé que le Hamas n'était pas un groupe terroriste. Donc là aussi, nous sommes en plein irréalisme géopolitique, encore une fois. Pour moi, je pense que c'est, comme l'a dit M. d'Artigol, un coup de com', encore une fois, mal placé, parce que la situation est quand même grave. Les conséquences peut-être dommageables pour l'Europe, pour la France aussi. Voilà, donc encore une fois, c'est encore un coup de com' qui, à mon sens, fera encore pchit, puisque même au Quai d'Orsay, on a été étonné de cette déclaration. Les États-Unis, là aussi, un de vos chroniqueurs l'a rappelé, n'ont même pas porté cas à cette déclaration. Donc, je ne sais pas qui a eu l'idée brillante de soumettre cette initiative au président, mais en tout cas, voilà, ça prouve encore une fois que la voix de la France, malgré ce qu'on peut entendre, et même si ça nous attriste beaucoup,
va être de moins en moins écouté, surtout dans cette région du monde. Philippe Bilger. Est-ce à dire, Roland Lombardi, que sur le premier point que j'ai évoqué, vous ne considérez pas que le président de la République a dit ce qu'il fallait, et d'autre part, sur le plan politique, quelle pourrait être, à votre avis, une initiative française qui pourrait être perçue favorablement, même par les pays arabes? Alors, tout d'abord, le président français, et il a eu raison de le faire, de condamner de la manière la plus forte le Hamas pour ses attentats. Le Hamas est un groupe terroriste. On l'a vu avec les massacres du 7 octobre. Donc ça, pour le coup, il a eu raison. Il a tout à fait raison de soutenir Israël aussi dans sa lutte contre le Hamas. Mais le problème, c'est que si il veut que la France soit une puissance médiatrice, il faut éviter ce sujet-là. Il faut quand même connaître ce sujet. Et là, on voit qu'il y a une méconnaissance des rouages et des coulisses de la région, parce qu'on le sait très bien et on le voit depuis maintenant 18 jours. C'est un sujet sensible dans les pays arabes, notamment dans les opinions publiques. Et là, il faut être beaucoup plus discret, jouer sur la discrétion, éviter les coups de com', surtout dans cette région, c'est très mal vu. En conférence de presse, il faut jouer dans les coulisses dans cette région. L'initiative de la France pourrait être très discrète, c'est-à-dire aider bien sûr Israël à combattre le Hamas, par le renseignement, par l'envoi de spécialistes pour négocier. Je vous rappelle qu'il y a des ressortissants franco-israéliens parmi les otages à Gaza. Mais aussi sur le financement, on pourrait, là c'est des choses, je sais même pas si ça a été abordé en off avec le Premier ministre israélien, mais ça c'est des choses concrètes. Voir le financement du Hamas qui se fait en France aussi, par des aides, par des associations proches des frères musulmans, parce que je vous rappelle que le Hamas est une émanation des frères musulmans, et il y a des associations en France qui envoient des dons au Hamas. Donc il faudrait déjà balayer devant sa porte, nettoyer nos écuries, nettoyer les écuries d'Ozias, et après essayer de faire de la grande politique. Mais en tout cas, pour revenir à le cœur de votre question, les initiatives elles doivent être prudentes, discrètes. Et c'est souvent dans les coulisses que se règlent les choses importantes, et encore une fois dans cette région. Olivier d'Artigol. Oui, François Pupponi l'a évoqué. La question du financement est une question importante. Il ne faut pas oublier que les Qataris bénéficient dans notre pays d'un régime fiscal très privilégié. Je sais que le Parlement demande des précisions sur ce sujet, mais c'est un élément de complexification supplémentaire. On sait aussi que le Qatar est un interlocuteur premier sur la question des otages. Je dis ça parce que ça rentre en ligne de compte. Dans les éléments, dans les objectifs aussi du déplacement d'Emmanuel Macron, il y a aussi cette donnée-là. Après, j'espère vraiment, il faut bien sûr mener la bataille idéologique. On voit bien que cette coalition qui est proposée avait pu avoir sa forme d'efficacité concernant l'État islamique et Daesh, mais qu'on ne peut pas faire un copier-coller pour répondre aujourd'hui aux dangers terroristes islamistes portés par le Hamas, d'autant plus que l'équation concernant les pays arabes est différente. Oui, bien sûr. François Pupponi, avant de prendre Hervé au 0826 300 300. Voilà, le problème du Qatar, c'est un vrai sujet. Alors, on a fait semblant pendant des années d'oublier. Ce soir, 50 000 personnes ont se précipité au Parc des Princes pour jouer le PSG. Contre le Milan AC, oui. Contre le Milan AC. Le Qatar bénéficie d'une convention fiscale extrêmement privilégiée, qui avait été signée à l'époque sous Nicolas Sarkozy. Oui, tout ça, voilà. Alors après... Certains vous disent, oui, mais comme ça, au moins, lorsqu'il y a un problème, ils peuvent nous permettre de discuter. Bon, on verra bien. Est-ce que le Qatar va être capable de libérer les otages ? Parce que c'est ce qu'il tente de faire à la plupart du temps. Comme vous dites, c'est ce qu'il tente de faire. Oui. Voilà, ok, d'accord. Donc, on verra bien le résultat. Bon, mais aujourd'hui, voilà, oui, on pactise avec un pays qui finance le terrorisme. Et je vous rappelle que hier, petit aparté, il y a 5 ans, les supporters Bastia avaient fait une banderole en disant le Qatar finance le PSG et le terrorisme international. Ils ont été condamnés à 30 000 € le club par la Ligue de football parce que considérant que c'était humiliant, insultant, il fallait pas. Voilà.
Donc c'est un vrai sujet. Il va falloir aussi poser ce problème. Soit le Qatar rejoint, enfin tout le monde avait, enfin moi je suis pas allé, mais beaucoup de gens ont été pour la Coupe du Monde. Voilà. Soit le Qatar rentre dans le giron des grandes démocraties, entre guillemets, et décide de participer au monde libre et de lutter contre le terrorisme, soit il continue à soutenir le terrorisme et à demander des avantages à tout le monde. Il y a un moment où il faudra faire un choix. Là, je pense qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, mais après ce qui s'est passé aussi en France, le monde a changé. Voilà, et il faut choisir son camp. Allez, 0826 300 300 Hervé, qui nous appelle d'Antony. Une réaction, j'imagine. Oui, mais écoutez, moi je suis assez d'accord avec beaucoup de choses de ce qui s'est dit là. Je crois que pour une fois, Macron, il n'a pas totalement tort. Je m'explique. En fait, ce qu'il faut, c'est isoler idéologiquement. C'est ça qui est compliqué. Idéologiquement, le Hamas, qui est un groupe terroriste et qui veut, je vous rappelle simplement, faire de la Palestine une terre d'islam. Il cherche pas du tout à libérer la Palestine. Donc il faut critiquer des concepts comme le djihad, etc. Mais je crains malheureusement que Macron n'aille pas jusque là. C'est ça son problème. C'est qu'il commence des choses, il a des bonnes idées. Et ça serait nécessaire, si vous voulez, d'isoler politiquement et idéologiquement le Hamas. Mais là, c'est là que ça devient très compliqué, bien évidemment. Roland Lombardi, une question. On a envoyé une coalition en Afghanistan contre les talibans en 2001. On sait comment ça s'est terminé. Les talibans sont revenus au pouvoir. Anéantir une idéologie, c'est beaucoup plus compliqué qu'anéantir une armée, non ? Juste, enfin, oui. On a été tué Saddam Hussein pour les raisons que l'on peut comprendre. C'est la quasi-totalité de l'armée irakienne qui a constitué Daesh. C'est ça, exactement. L'Iran, l'Irak. Donc à chaque fois qu'on intervient dans ces pays-là, généralement, 20 ans plus tard, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Roland Lombardi, anéantir une idéologie, c'est très très compliqué à faire. Plus qu'une armée, non ? Une idéologie, ça se combat pas qu'avec un revolver, ça se bat surtout avec une autre idéologie, ou alors avec une autre pensée. Donc voilà, à partir de là, c'est plus compliqué. On n'abat pas une idéologie avec un revolver ou avec des canons ou avec des raids aériens. C'est ça le problème. Voilà. Après, le souci, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer en face. Voilà, c'est l'alternative que les nouveaux dirigeants ou les nouveaux dictateurs, on peut dire, dans le monde arabe, essayent de promouvoir, c'est-à-dire en combattant depuis après les printemps arabes, en combattant l'islam politique des frères musulmans, ils essaient de proposer un nouveau nationalisme arabe, de nouvelles réformes dans les milieux scolaires, les milieux universitaires, même dans le milieu de l'islam, on l'a vu à Al-Azhar, mais c'est très compliqué. Mais ensuite, il y a toujours une question, c'est très marxiste ce que je vais dire, mais c'est très vrai, il y a une question d'argent. Allez-y. Les idéologies sans argent, elle meurt. Hein. On a vu tous les groupes, on va dire gauchistes, d'extrême gauche, Banda Bader, Carlos, etc. dans les années 80, fin 80, ont disparu avec la chute de l'Union soviétique parce qu'il y avait plus les financements. Là aussi, il faudrait encore une fois rechercher qui finance tous ces groupes. Mais Roland Lombardi et vous les vraies voix, c'est vrai que pas de son, pas d'image des États-Unis quand même depuis cette coalition. Oui, c'est-à-dire que où est la diplomatie géopolitique ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là où on a vu qu'il n'y avait pas un travail diplomatique en amont, c'est sur l'absence de réaction à cette proposition d'Emmanuel Macron, du premier acteur, à savoir les États-Unis. Et on a peu commenté une phrase de Biden sur son déplacement, qui a été de dire aux Israéliens « Ne faites pas comme nous après le 11 septembre. Réagissez, assurez votre sécurité, mais ne vous vengez pas. » Alors je sais que c'est très dur d'entendre ça aujourd'hui au regard des exactions indicibles, mais il y a quelque chose qui nous fait réfléchir au processus, à l'expérience des 20-30 dernières années et sur ce que ça a pu produire. N'oublions pas que Daesh est le produit des processus de guerre. Oui, mais c'est très intéressant ce qui vient d'être dit par Olivier, parce que, en fait, tous les autres disent, bon, nous on l'a fait, on s'est vengé. Rappelez-vous le livre de François Hollande qui dit qu'il a effectivement donné des ordres pour aller tuer des opérations en français, pour tuer des Français. Enfin, alors que, voilà, il a reconnu, bon, c'est tout à son honneur, entre guillemets, mais voilà. Et donc, les Américains l'ont fait, les Français. Et là, on dit aux Israéliens, attendez, non, vous, non, les gars, parce que, voilà. Donc, non, quand même, faites attention.
Nous, les Américains ont pris aucune précaution. Les Français n'en ont pas pris non plus. Voilà. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui. C'est qu'on sent bien que le monde... Sur la réponse. Que les grands pays ont peur d'un embrasement à la fois régional, mais un embrasement chez eux. Et donc, ils disent stop. C'était pas sur ces opérations ciblées, François, qu'on réclamait surtout des limites. Ouais. Allez, les amis. Oui, mais ça veut dire qu'on a le droit. C'est-à-dire que la France, comme les États-Unis, se sont octroyés le droit de se venger. D'accord. Voilà. C'est ça, absolument. Merci beaucoup, Roland Lombardi, d'avoir été avec nous, docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef du média franco-égyptien de géopolitique. Le dialogue, dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Et Hervé, on vous garde, puisque vous êtes notre vraie voix du jour. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Si je me souviens bien, Philippe David, j'ai bien dit que hier on avait les meilleures vraies voix. Oui. Bah j'ai menti, c'est aujourd'hui. Voilà. Et mon avis, vous allez dire la même chose demain. À mon avis, vous avez raison sur le seul dénominateur commun. Ouais, justement, j'allais parler de vous, Philippe Bilger. Vous êtes là. Et les deux animateurs. Bien sûr, bien sûr. Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, et François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député. Je vous enverrai cette petite phrase, comme ça vous pourrez l'écouter en boucle. Et Hervé qui est avec nous, qui nous appelle d'Antony. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Hervé, vous avez donc la possibilité de répondre en premier à la question. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les autres qui répondent à votre place. Écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit? Les dirigeants actuels de la France nous entraînent dans la guerre des civilisations. Ce n'est pas un homme politique, c'est un journaliste. Ah, je sais pas. Un journaliste très connu qui parfois fait polémique. Qui lève des affaires. Non. Apathy. Qui soulève des... Non. Un patron même. Comment? Non. Pas Zemmour. Lagardère? Non. Patron de presse. Ouais. Un patron de presse. Patron de presse. Écrite. Et journaliste. Ouais. Média. Plenel. Bonne réponse de François Pupponi. Et Louis Plenel, exactement. Louis Plenel. Un point pour François Pupponi. Qui c'est qui l'a dit? Nous n'aurons de repos que lorsque la mission sera remplie et nos otages de retour. Hervé. Macron. Bonne réponse d'Hervé. Bravo Hervé. Qui c'est qui l'a dit? Le Hamas est égal à Daesh, est égal à Al-Qaïda. C'est une journaliste. Une ancienne journaliste. Une ancienne journaliste. Oui, enfin un peu. Bon, elle l'est toujours. Christine O'Krent? Non, mais un peu dans cette même période. Dans la même époque, oui, c'est vrai. Bonne réponse de François Pupponi. Anne Sinclair. Anne Sinclair. Il est doué. Il est bon, hein. Il est bon. Contrôle antidoping. Mais je vais me greffer, moi, je vais me greffer. Qui c'est qui l'a dit? Vous avez entendu Anne Sinclair, le Hamas est égal à Daesh et est égal à Al-Qaïda. Qui c'est qui l'a dit? Le Hamas n'est pas égal à Daesh ou Al-Qaïda. Là, c'est un politique. Quelqu'un de LFI? Oui, alors apparenté à LFI. Apparenté. Oui, bonne réponse. Émeric Caron. Olivier d'Artigol. Émeric Caron, député Révolution du Je me les suis. Il a pas dit ça quand même. Si, il a dit ça. Ouais. Si. Ouais. C'est bah oui, voilà, c'est comme ça. Là, on joue, on commande pas, parce que sinon, ça serait trop long. Il y a ils disent tellement de bêtises toute la journée, tous. De mon côté. Allez, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Hervé. Je considère que le conflit est exporté dans notre pays, notamment par le biais de l'immigration et d'une très forte communauté musulmane. Non. Mais pas loin. Marion. Bonne réponse de Philippe Bilger. Marion Maréchal. Qui pour une fois ne finira pas failli. Je tiens à signaler quand même que Hervé a donné la voix. Hein. Il a donné la voix, oui, c'est oui, en disant Zemmour. Il a dit Zemmour et après. c'est Hervé. Non, il a dit Zemmour. Non, il a dit Zemmour, mais il avait donné la voix, en tout cas, la bonne voix. Qui l'a dit sur la loi immigration? C'est un texte de communication. Si on ne modifie pas notre constitution, rien ne changera en matière migratoire. Retailleau? Non. Pas loin. Non. Marlette? Non. Ciotti. Bonne réponse. En même temps. Non, j'étais là. Hervé l'a dit aussi. Alors on va mettre un point à Hervé. Je suis en tête. Plaisantez. Non, on le donne à Hervé. Allez, on le donne à Hervé. Voilà. On le donne à Hervé. Allez, pour Hervé. On lève notre verre. Qui c'est qui l'a dit, Hervé? Écoutez, au sujet de la coalition voulue par Emmanuel Macron, est-ce que ça veut dire déployer des troupes françaises sur le territoire de la bande de Gaza? Il a sorti un peu ça de son chapeau. Je sais pas. Là. On l'a entendu dans le jingle. Non, il est jeune. Il est jeune, on l'a entendu dans le jingle. Un jeune président.
Bardella. Bonne réponse, il a été plus rapide, Hervé. Bardella. Hervé a été plus rapide. J'ai été plus rapide. Non, il a été plus rapide que vous. Mais enfin, procureur, c'est un mauvais climat que vous installez là. Allez, Philippe. L'équité. À moi. Allez, qui l'a dit? Facile. Il faut renforcer les pouvoirs des agents de sûreté dans les transports ferroviaires pour leur permettre d'intervenir dans le contexte de menaces terroristes. Valérie Pécresse, ça veut dire. Transport. Transport. Hervé. Ministre. Bonne réponse. C'est François Pupponi a été plus rapide. Juste à côté, c'est François. Non, mais c'est vrai, c'est François. Oui, c'est vrai. Allez, la dernière vite. Écoutez bien, Hervé. La dernière. Allez, la dernière. Qui l'a dit? Les mères palestiniennes aiment leurs enfants autant que n'importe quelle autre mère dans le monde. C'est une femme, elle n'est pas française. Non. Et allez, je vais vous aider. Elle porte une couronne. Voilà. Rania. Bonne réponse Rania de Jordanie. Philippe Bilger. Bravo. Alors, les résultats vite. Alors, 3-3 entre Hervé et François, 1 point pour Olivier, 2 points pour Philippe Bilger. Bravo. Deux points, ma chère Cécile. Je pourrais en ajouter 2 indices. Oui, vous pourriez en mais ajouter. même 5 si vous voulez. Allez, vous restez avec nous. Hervé, vous restez aussi avec nous. Vous savez ce qu'avait dit Golda-Meir? Non. Attention. Nous aurons la paix lorsque l'amour pour leurs enfants sera plus fort que la haine pour nous. Ah, bah, écoutez, c'est très beau. c'est très beau. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix avec vous. Philippe, on va parler de quoi? Christophe Beaugrand. Absolument. Avec vous, François Pupponi, on parle de quoi? Des conflits oubliés. Et avec vous, Olivier d'Artigol? L'État attend trop des associations. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300 ou sur notre compte Twitter, notre page Facebook, un petit peu partout. On vous attend, à tout de suite. Vraie voix avec Philippe Bilger avec nous aujourd'hui, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député. Et vous, au 0826 300 300. En attendant, Félix Mathieu est de retour avec le Top Click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et le parcours du prochain Tour de France a été dévoilé aujourd'hui et il provoque beaucoup de discussions. Dorénavant, il faudra spécifier le Tour du Sud-Est de la France. Grinche un internaute en réponse à la carte dévoilant le prochain tracé de la Grande Boucle. Et où elle va partir de Florence en Italie. Elle ne va pas monter ensuite, une fois revenue dans l'Hexagone, elle ne va pas monter très au nord, disons. Après son passage à Colombelles et 2 églises, puis 3, elle repart vers le sud-ouest, Villeneuve-sur-Lot, Pau. Puis elle repart vers le sud-est pour se terminer à Nice. Pas d'arrivée parisienne, évidemment, cette année à cause des JO dans la capitale. Commentaire désabusé de Fabien. Encore une fois, le nord et l'ouest totalement exclus. Il faudra sérieusement, dit-il, songer à virer Tours et de France de leur nom de marque si ça les embête tant. Vu le gros bout d'ailleurs d'Italien dans cette carte du Tour 2024, un autre internaute, Jacques, se veut ironique. Je ne comprends pas, dit-il, pourquoi le Tour passe en France finalement. Un autre se demande aussi pourquoi passer en Italie. Après tout, ils ont le Giro. Au contraire, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se félicite. La région sud au cœur de l'édition 2024 du Tour de France avec 5 étapes, détaille Renaud Muselier. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Super Dévoluy, Gap, Barcelonnette, Embrun, Isola 2000, Nice, Col de la Couillole, Monaco, Nice. Voilà pour le satisfait de Renaud Muselier. Le sujet domine les tendances de ce soir sur Twitter avec les hashtags Tour de France et TDF 2024 en tête des tendances. Et moi, je vais pousser un coup de gueule sur un chiffre qui a été officialisé aujourd'hui et qui me fait hérisser le poil, et pas pour me protéger du froid. Vous allez comprendre pourquoi. 8 Français sur 10 se disent inquiets face au changement climatique, d'après le rapport annuel du Conseil économique, social et environnemental. 8 Français sur 10 de toutes les catégories d'âge, et je comprends à quel point la propagande climato-anxiogène a réussi à atteindre un tel résultat. On a entendu certains climato-anxieux reprocher à ceux qui ne meurent pas de trouille, même après les avoir écoutés, de ne pas avoir assez peur, de sacrifier leurs enfants quand il faut une côte de bœuf au barbecue, ou menacer les Français de ne pouvoir prendre l'avion que 4 fois dans leur vie, pendant que les Indiens qui viennent de commander plus de 500 Airbus le prendront à gogo. Et à force de répéter aux Français qu'ils sont coupables du réchauffement climatique alors qu'on représente moins d'1% des émissions de CO2 de la planète, tout le monde se met à avoir peur alors que le problème est en Chine, en Inde ou aux USA. Enfin, ce chiffre me rassure, je ne fais pas partie des 80% de trouillards. Et vous, les vraies voix, Philippe Bilger. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'êtes jamais lassé par votre propre argumentation. Vous la répétez assez volontiers. Et que vous en pensez quoi? Vous avez la trouille? Elle est pertinente. Ah bah merci. Voilà. Olivier d'Artigol ou François Pupponi? Non, c'est un propos très nuancé. Oui. Comme toujours. Qui fait
monter la température dans un studio où il fait déjà assez chaud. C'est ça. François Pupponi. Non, j'ai pas peur, mais je suis catastrophé de constater ce qui se passe. Oui, parce quand que même. je suis un passionné de la nature et je vois comment tous les ans elle souffre un peu plus. Ah, il vous a bien calmé, là, Philippe Et David. donc, voilà. Vous le voyez pas, ça? Non, mais attendez, je le vois, mais c'est pas les Français qui sont responsables. Ah non, j'ai pas dit ça, mais qu'on ait peur de l'avenir, oui. Et vous voyez pas la pendule? Parce que moi, je la vois, on est en retard. Ah bon, vous avez peur, vous aussi? J'ai peur de me faire gronder. Allez, 0826 300 300, vous voulez assister bien sûr à nos débats dans quelques instants. Le tour de table de l'actu. Philippe Bilger, on parle de quoi avec vous? De Christophe Beaugrand. Et avec vous, François Pupponi, on parle de quoi? Des conflits oubliés. Et avec vous, Olivier d'Artigol? L'État attend trop des associations. Eh ben, on a hâte. À tout de suite. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très bien entourés avec Philippe David. Ah oui. Philippe Bilger est avec nous, Olivier d'Artigol, François Pupponi et vous au 0826 300 300. Aux alentours de 18h35, la reine Rania de Jordanie a condamné le silence assourdissant des pays occidentaux après le bombardement d'Israël à Gaza. Justement, on va vous poser cette question. Est-ce que finalement, comme le dit la reine, est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures de l'Occident sur la gestion du conflit israélo-palestinien? On vous attend au standard, mais en attendant, c'est le tour de table de l'actu. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger, dans votre tour de table, il faut que je le retrouve. Vous avez dénoncé, en fait. Vous voulez dénoncer les injures homophobes que subit Christophe Beaugrand. Absolument, parce que j'ai été frappé C'est de très voir... people en ce moment. Oui. Voilà, absolument. Mais je trouve que dans les anecdotes people, il y a très souvent des regards sur la société qui sont passionnants. Enfin, de mon point de vue. Christophe Beaugrand s'était mêlé d'une polémique entre Apolline de Malherbe et une interlocutrice à propos du fait que Apolline disait qu'elle pouvait s'occuper sans problème de ses 4 enfants et l'interlocutrice lui a dit c'est facile quand on a de l'argent. Je n'étais pas complètement hostile à cette interlocutrice, mais Christophe Beaugrand s'en est mêlé. Il en avait le droit, il a donné raison à Apolline de Malherbe et il s'est fait traîner, il raconte ça dans la boue avec des insultes et des injures totalement odieuses et à un moment donné, le malheureux Christophe Beaugrand en a tellement eu par-dessus la tête qu'il a demandé aux haters, si j'ose dire, de s'arrêter. Il a demandé grâce, il a demandé pitié, et j'ai dit, je parie pour les ignobles. Il ne faut jamais demander grâce, de toute manière, ils n'écoutent pas. Il y a une malfaisance chez certains qui a besoin de continuer à perdre de vue. Et je crains évidemment le pire pour ce malheureux Christophe Beaugrand. Oui. Olivier d'Artigol. Il y a aussi beaucoup de comptes fake Oui. qui répondent des bots. Je suis d'accord sur ce sujet-là et on doit être tous vigilants, ne pas s'habituer à ça et réagir comme vient de le faire le procureur, parce que c'est un poison, tout simplement. François Pupponi. Non, c'est vrai qu'on est tombé dans une période avec ces réseaux sociaux qui sont catastrophiques. Faut dire, Surtout Twitter. Hein. Instagram, oui, Facebook, c'est quand même plus tranquille. Oui, mais vous savez, mais même, enfin moi je vois au niveau des jeunes, c'est plutôt d'une génération d'essayer entre guillemets d'être discret, de pas. Enfin, les jeunes, ils s'exhibent en permanence. Enfin, alors, il y a à la fois des gens qui sont pris à partie dans les conditions catastrophiques, et puis c'est une exhibition permanente. Donc là aussi, on a basculé dans autre chose, et c'est extrêmement inquiétant. Ça c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu dur quand on lit ces messages. Olivier d'Artigol, vous voulez revenir sur cette aide alimentaire des plus démunis, une situation et l'aide aux migrants aussi. On avait vécu il y a peu de temps le cri du cœur, d'alerte des restaurants du cœur qui disait qu'ils ne pouvaient plus faire face sur une question quand même qui relève d'une urgence sociale, le fait que des personnes puissent s'alimenter. Ils ont dû décider de ne plus accueillir tout le monde. Aujourd'hui, je vois un débat qui se lève après les déclarations d'Éric Ciotti pour supprimer la moitié des subventions aux associations aidant les migrants, Éric Zemmour demandant l'annulation complète. Je me pose simplement la question sur ces 2 sujets, l'aide alimentaire et l'accueil digne des migrants.
il faut bien sûr décider du type de politique d'immigration que nous souhaitons. On ne peut pas tout attendre de ces associations qui d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, je les connais à Pau, sont épuisées. Ces responsables associatifs, des fois, n'en peuvent plus. Ça devrait relever d'une grande politique de l'État, assurant le financement pérenne, permettant de travailler avec le monde associatif en relais. Mais j'ai le sentiment que l'État s'est déchargé à envoyer ces questions, ces patates chaudes, j'ai envie de dire, à d'autres. Et il y a quelque chose qui est en train de craquer dans notre société sur ce dispositif. François Pupponi. Non, mais c'est une réalité. L'État s'est déchargé depuis longtemps sur les associations, alors que ce soit à la fois les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire, des gens qui font des travail exceptionnel, des bénévoles, qui tous les jours aident nos concitoyens les plus en difficulté, et qui les financent, à la fois les collectivités locales, alors l'État aussi, bien sûr, mais beaucoup les collectivités locales, avec les CCAS et l'autre, des dons privés. Et on est arrivé au bout du système. C'est-à-dire que ces structures n'arrivent plus à faire face, voilà. N'arrivent plus à recruter des bénévoles, et puis n'arrivent plus à avoir les moyens de faire. Donc effectivement, la question va se poser assez rapidement sur quel modèle invente-t-on pour que les plus en difficulté soient capables de manger à peu près à leur faim, surtout leurs enfants, à peu près à leur faim tous les jours. Voilà. Mais ce sont moi je n'y connais rien dans ce domaine, les migrants, ils sont en situation régulière, ces gens-là? Non, irrégulière. Forcément irrégulière? Alors je dissocie, il faut bien sûr qu'on précise notre politique migratoire. Pour moi, c'est pas un sujet qu'on doit mettre sous le tapis. Mais quand on en a décidé, il est normal que l'accueil se fasse dans la dignité. C'est l'une des crises du modèle aujourd'hui que d'accepter que des personnes soient non pas accueillies, mais traitées comme elles le sont. Et souvent, il y a des associations qui font de leur mieux, mais qui n'y arrivent plus. Un modèle est en train de craquer. J'ai pris ces deux exemples. On pourrait d'ailleurs en prendre d'autres. Il y a quelque chose qui, aujourd'hui, ne passe plus. Et je fais écho à ce qu'a dit François, c'est très important. On a aussi un monde associatif qui a connu la période du Covid, où il y a parfois une absence de renouvellement générationnel, avec l'individualisme aussi. Et il y a une génération de responsables associatifs qui n'en peut plus. Ils tiennent, mais ils sont vraiment sur la ligne de crête. Ils nous le disent d'ailleurs localement, on n'en peut plus. Ces associations jamais ne demandent leur papier aux gens qui viennent pour avoir de l'aide. Ils ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont en situation régulière. Oui, mais c'est l'humain qui compte. Oui, c'est l'humain. Mais cette générosité, est-ce qu'elle ne favorise pas la transgression? Mais j'allais dire, c'est encore pire que cela. Ces populations en situation régulière, elles vont au CCAS se faire aider, elles inscrivent leurs enfants à l'école publique de la ville qui les accueille. Et lorsque les pères vont à la gare pour aller travailler dans les restaurants parisiens, parce que je parle des gens de banlieue, ils sont contrôlés par la police, éventuellement renvoyés à la frontière. Voilà. Donc on accueille les enfants, on leur donne à manger, et puis de temps en temps, il y en a un qui n'a pas de chance, qui se fait attraper par la police lorsqu'ils vont essayer de contrôler. Et cette hypocrisie générale, ça ne peut plus continuer. D'accord. Oui. Allez, vous restez avec nous. Le tour de table de l'actu, c'est dans quelques instants. La suite avec le sujet de François Pupponi. Et vous voulez revenir sur ces conflits qu'on oublie, François. On en parle dans quelques instants. Vous voulez réagir, vous avez le droit à 0826 300 300. Bienvenue à tous. C'est Les Vraies Voix, c'est Sud Radio, ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est de retour dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, François Pupponi et vous au 0826 300 300. Je vous rappelle qu'à 18h35, on reviendra sur les déclarations de la reine Rania Djordani qui condamne le silence assourdissant des pays occidentaux après les bombardements d'Israël à Gaza. Avec cette question, est-ce qu'il y a, comme elle le dit, deux poids deux mesures de l'Occident sur la gestion du conflit israélo-palestinien? Pour l'instant, vous dites oui à 64%. Et il y a quelques instants, nous faisions le tour de table de l'actu des Vraies Voix et c'est au tour de François Pupponi de revenir justement, puisqu'on parlait de conflits, de ces conflits qu'on a oubliés, par exemple, comme l'Ukraine. L'Ukraine, dont on ne parle quasiment plus. Oui. Le conflit arménien, dont on ne parle plus du tout. Et on craint même que dans les jours qui viennent, l'Azerbaïdjan décide de rentrer au sud de l'Arménie pour faire le fameux corridor entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, qu'ils ont annoncé devoir faire, ils se sont armés pour, et sincèrement, si demain ils rentrent en Arménie, qui va aller les empêcher? Les Russes vont laisser faire, les Occidentaux sont ailleurs, les Arméniens ne peuvent pas se défendre, donc on risque de voir, et alors, tout le monde pense
à tort ou à raison, qu'il y a donc une cyberattaque en Israël juste avant les attaques du Hamas, et on pense que les Russes peuvent être derrière cette cyberattaque, avec un vrai objectif, c'est-à-dire que voilà, on aide à déclencher un conflit majeur entre Israël et le Hamas, et pendant ce temps-là, on ne parlera plus du reste. Et pour l'instant, ça marche. On ne parle plus du reste. Oui, c'est vrai. Philippe Bilger, c'est vrai. Oui, il y a une hiérarchisation des conflits. Oui, mais ça devient inquiétant. Un conflit en cache un autre, si j'ose dire. Et j'avais entendu dire, François, cette histoire pour Israël, qu'il y avait quelque chose qui avait complètement occulté ça a été confirmé, une cyberattaque, et ça a désactivé pendant quelques heures les moyens de communication israéliennes, ce qui a empêché l'armée d'arriver assez vite. Ils ont été désorganisés. Et en plus, il y a des drones qui sont venus lancer des bombes sur les différents radars qui étaient là. Donc ils ont rendu aveugles et muets les services israéliens, ce qui explique un peu que l'attaque a été si impressionnante. Alors avant de donner la parole à Olivier d'Artigol, on a fait une émission là-dessus sur les cyberattaques. C'était pas prouvé qu'il y avait une cyberattaque, et certains disaient que c'était peut-être pas la Russie mais l'Iran. Alors vous voyez que c'est... Non mais l'Iran. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a sûrement l'Iran et peut-être la Russie. En tout cas, la Russie avait tout intérêt à ce que ça dégénère aussi à cet endroit-là, parce que pendant ce temps-là, on ne parle plus de l'Iran, on ne parle plus de l'Ukraine. Mais des experts en... Allez-y. Non, mais Olivier d'Artigol, comment on peut être sidéré par un conflit et puis de toute façon ce conflit dure dans le temps comme l'Ukraine est tout à coup oubliée en fait? Bon, d'abord le 7 octobre est un effet de souffle, une sidération, un effroi considérable. La question palestinienne était enfouie pour différentes raisons au cours des 2 dernières décennies, disons. Après, on devrait, nous, médiatiquement, je suis très sensible à ce que dit François, parce qu'on devrait consacrer encore du temps et une attention sur les conflits qu'il a cités. Mais il y a toujours dans ces moments-là où une actualité écrase tout, des effets d'aubaine. Et certains pays aujourd'hui en profitent. Il y a un repositionnement aujourd'hui concernant la Russie, concernant la Chine. Et donc il faudrait y consacrer du temps. Avoir le courage de dire, bien sûr, on a traité de ça, il fallait le faire sur le conflit israélo-palestinien, mais on va prendre 5 minutes pour continuer à réfléchir, à penser ce qui se passe ailleurs. Ouais, est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'on peut faire des liens justement entre tous ces conflits avec parce qu'il y a des pays qui reviennent souvent systématiquement. Mais là, j'allais dire sur le conflit ukrainien, arménien et israélo-palestinien, entre guillemets, il y a bien sûr qu'il y a des liens, mais des liens qui sont même surréalistes. L'Azerbaïdjan a été armé par Israël, qui s'est servi des drones israéliens pour attaquer les Arméniens, soutenu par la Turquie. Je pense qu'à l'époque, Israël faisait un calcul pensant qu'ils allaient, en aidant la Turquie et l'Azerbaïdjan, pouvoir, entre guillemets, compte tenu des relations entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, calmer peut-être le Hamas. Il y avait des calculs géopolitiques qui étaient faits derrière. Quand on voit la réaction d'Erdogan aujourd'hui, comment il soutient le Hamas en disant que c'est pas une organisation terroriste, on voit bien que tout ça explose en plein vol. La Russie était très présente en Arménie. Bien sûr. Mais c'est laisse faire les Azéris parce que Pachinian, le Premier ministre, a décidé de se rapprocher des Européens et des Américains. Un peu comme a fait Zelensky. Donc tout est lié. Et ce qui se passe maintenant en Israël, entre Israël et le Hamas et à Gaza, eh bien, on retrouve les mêmes. La Turquie, l'Iran, parce que le conflit arméno-turc et azéri, pourquoi pour l'instant il ne dégénère pas trop? C'est parce que les Iraniens disent, si les Azéris rentrent au sud de l'Arménie et me coupent ma dernière frontière que j'ai, j'interviendrai. Sauf qu'ils ne pourront pas intervenir au nord d'Israël et au nord de l'Arménie. Voilà, donc bien sûr que tout est lié. Et on sent que au Moyen-Orient et au Caucase, les mêmes puissances sont là et que l'Europe et les États-Unis observent ça sans pouvoir agir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, François, que le monde qu'on espérait d'une certaine manière ordonné parce qu'il y avait des grandes puissances devient complètement déréglé et qu'on a une multitude de petites puissances qui raisonnent au regard de leur seul intérêt pour créer le désordre, j'allais dire autre chose? Alors des petites puissances, non. Moi je pense que le monde est en train de s'organiser autour de la Russie, la Chine, la Turquie. Voilà. Non, mais je pensais à l'Azerbaïdjan. Oui, mais l'Azerbaïdjan, c'est la Turquie qui est derrière. Et, voilà. Donc, et on voit bien comment Poutine, les Chinois et Erdogan sont partout présents dans tous ces conflits. Ils essayent d'intervenir en Ukraine pour essayer de trouver une solution pour le blé. Voilà. Et ils ont pris une place dans la géopolitique internationale qu'ils n'avaient pas avant. Et donc, l'ordre mondial est en train de se recomposer autour de ces trois puissances.
Difficile pour nous, Oui. la France, de se positionner dans ces conflits. Oui, c'est difficile, mais déjà, si on accepte de se dire que c'est un nouveau monde, qu'il y a une tectonique des plaques, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, si ce n'est s'installer, en tout cas, je partage totalement la grille de lecture de François, de s'accélérer. On a malheureusement, on est dans l'obligation de produire cet effort de réflexion, de pensée, d'analyse, de savoir, mais c'est passionnant à suivre parce que c'est les lignes de force des prochaines décennies qui se mettent en place. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut prévoir? Parce que là, quand on voit, Ça reste imprévisible. c'est difficile Oui. de prévoir aujourd'hui. Pour moi, En matière de quelque part- diplomatie, non, mais pour moi, quelque part, c'est la fin d'Yalta. Oui. Voilà. Un nouveau monde est en train d'émerger. C'est l'échec de ceux qui disaient c'est la fin de l'histoire à la chute du mur. Voilà, donc un nouveau monde est en train d'émerger. Quelles seront les règles et les fonctionnements? On n'en sait rien. Et sincèrement, personne aujourd'hui est capable de dire comment tout ça va dire. Un nouvel ordre international va se mettre en place, lequel on verra bien, il faudra le construire, mais on est à un tournant de l'histoire. Voilà, on est à un tournant de l'histoire de notre humanité, comme on l'a connu dans le passé. Voilà, bon. Et donc, là, ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale est en train de disparaître. On verra bien ce qu'il en sortira, mais aujourd'hui, à part lire dans une boule de cristal, personne n'est capable de dire comment tout ça va se mettre en place. Et combien de temps ça durera. C'est ça. Et vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur les déclarations de la reine Rania de Jordanie qui condamne le silence assourdissant des pays occidentaux après le bombardement d'Israël à Gaza. Avec cette question, comme le dit la reine, y a-t-il 2 poids 2 mesures de l'Occident sur la gestion de ce conflit? Pour l'instant, vous dites oui à 64%. Et notre invité expert pour en parler, Frédéric Pichon, est avec nous, professeur de géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Sud Radio. Dans quelques instants, le débat. Mais en attendant, est-ce que finalement, le message de la reine Rania de Jordanie peut sonner comme un avertissement? Oui, bien sûr, le 2 poids 2 mesures, ça fait plusieurs années que c'est dénoncé par un certain nombre de puissances et effectivement, il faudrait que les Occidentaux en tiennent compte enfin. On en parle dans un instant. Votre avis compte au 0826 300 300. Parlons vrai. Bienvenue, vous êtes dans la maison Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et vous au 0826 300 300. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la reine Rania de Jordanie a accordé une interview à CNN. L'épouse du roi Abdallah II a évoqué sans concession la guerre entre Israël et le Hamas. Témoin depuis le 7 octobre du conflit qui oppose ses voisins, Rania de Jordanie a partagé sa colère face aux réactions du monde occidental. Selon elle, aussitôt l'attaque sanglante du Hamas perpétrée, une grande majorité des pays occidentaux menés par les États-Unis ont évoqué le droit d'Israël à se défendre, Philippe. Et selon vous, le conflit israélo-palestinien a-t-il été géré de manière équilibrée par les Occidentaux? Comprenez-vous les critiques qui ont souvent été adressées aux Américains d'être pro-israéliens dans les négociations au Proche-Orient? Est-ce que la puissance qui a été considérée comme une puissance d'équilibre, qui est la France, dans la région, peut encore y jouer un rôle? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et pour le moment, comme dit la reine de Rania de Jordanie, y a-t-il un 2 poids 2 mesures de l'Occident sur la gestion du conflit israélo-palestinien? Vous dites oui à 64%. Frédéric Pichon est avec nous, un professeur de géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger, est-ce que la reine Rania de Jordanie a raison de dire 2 poids 2 mesures? Du moins, il me semble qu'elle pose une problématique dont vous avez rappelé qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Et il est toujours délicat, même quand on essaye de s'intéresser un peu à la politique internationale, d'émettre des avis. Heureusement que nous avons un spécialiste au téléphone. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression, encore une fois, sur le long terme, qu'il y a eu une forme d'inégalité au détriment, pour aller vite, de la cause arabe, au bénéfice d'Israël. Et bien sûr, je mets en dehors de ce raisonnement ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais je me demande, et c'est une question qui me semble inévitable, est-ce que cette sorte de préférence implicite mais permanente sur le plan international donnée à Israël ne vient pas du fait que Israël a évidemment pâti d'un inoubliable, au sens propre, holocauste, et que Israël demeure dans nos têtes internationales en permanence comme une victime qui a plus de droits que les autres. Oui. François Pupponi. Non, mais la question qui est posée depuis longtemps et qui a été réglée en partie par Israël en 1948, c'est est-ce que
le peuple juif a droit à une terre. Est-ce que dans le monde qui est le nôtre, le peuple juif a droit à une terre? Un certain nombre de puissances internationales considèrent que oui. Laquelle? Ils disent, voilà, notre terre historique, c'est celle-là. Il y a le problème des Palestiniens. Et depuis 1948, nous n'arrivons pas à régler ce conflit qui est en train d'exploser à tous les sens du terme, de savoir quelle est la place pour les Palestiniens et quelle est la place pour les Israéliens. Je répète, moi, pour connaître bien ce sujet, pour être allé régulièrement en Israël et rencontrer des responsables au plus haut niveau, tout le monde sait qu'il faut 2 États. Mais pour avoir 2 États, il faut que les 2 parties disent « Ok, on va essayer de cohabiter ensemble. » Et qu'on reconnaisse l'un l'autre. On va essayer de reconnaître et on arrêtera de dire qu'il faut qu'on se tue. Enfin, voilà. Et si on y arrive... Mais donc, et là, si je peux me permettre, j'entends ce que dit la reine, mais qu'ont fait les grandes puissances arabes pour imposer aux Palestiniens et au Hamas en particulier de reconnaître l'État d'Israël? Voilà, qu'ils commencent par expliquer aux Palestiniens: on ne pourra pas trouver une solution pacifiée si nous ne sommes pas capables de se reconnaître mutuellement. Voilà. Le rôle du monde arabe est aussi celui-là. Alors, à financer un mouvement terroriste depuis des années qui veut tuer des juifs, on ne pouvait pas bien finir. L'histoire ne pouvait pas bien finir. Voilà. Donc il faut que les Occidentaux décident. Nous, on considère que le peuple juif a le droit à cette terre, à cet endroit-là. C'est le choix des Occidentaux. Le monde arabe doit faire sa part en disant: on reconnaît le droit d'Israël d'exister. Et le jour où chacun aura fait ce pas, on pourra commencer à savoir où se positionnent les États. Je prends un exemple. Lorsqu'on a décidé d'ouvrir un corridor humanitaire, pour l'instant, l'Égypte, pendant un certain temps, a fermé la porte. Oui. Voilà. Enfin, le monde arabe n'a pas traité non plus les Palestiniens de la meilleure des manières depuis toutes ces années. Voilà. Donc il faut effectivement un sursaut. J'espère, enfin, l'on peut souhaiter que lorsque toute cette période terrible se terminera, on arrivera à parler de ce monde de paix. Mais les Arabes doivent faire un pas que pour l'instant ils n'ont pas toujours fait. Olivier d'Artigol. L'aspect positif dans ce drame, c'est que de nouveau la solution à 2 États réapparaît. Elle était totalement enfouie. Le processus des accords d'Abraham, qui, pour résumer, Israël faisait la paix avec des pays avec lesquels il n'était pas en guerre et sur des accords plutôt économiques, a laissé entendre que la cause palestinienne était derrière nous. En tout cas sur la création de l'État. L'Assemblée générale des Nations Unies en novembre 1947 décide de 2 États, l'un arabe, l'autre juif. Entre la Méditerranée et le Jourdain, il y a autant de juifs que d'arabes. Il faudra donc bien arriver à cette solution à 2 États. Bien évidemment, les responsabilités sont partagées. Les pays arabes ont lâché la Palestine. Au cours des dernières années, les dirigeants arabes ont lâché la Palestine. Et de notre côté, c'est la première fois dans l'histoire politique d'Israël qu'il y a un gouvernement de cette couleur politique, avec, sur la dernière période, une accélération brutale de la colonisation en Cisjordanie qui rend impossible une viabilité territoriale d'un État palestinien au regard de ce qu'est aujourd'hui la carte, tout en disant au Hamas: prenez Gaza, ça nous va très bien. Il faudra voir ce que la commission d'enquête qui sera convoquée dira concernant les responsabilités politiques, y compris en Israël, sur la promotion du Hamas, puisque beaucoup ont joué le Hamas contre l'autorité palestinienne. Allez, Frédéric Pichon est avec nous, professeur de géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient. Voilà, vous avez nos vraies voix. Aujourd'hui, quand on lit ce qu'a dit la reine Rania Jordan, elle dit: on nous dit que c'est mal de tuer une famille entière, mais est-ce que c'est bien de les bombarder jusqu'à ce que mort s'en suive? Cette phrase, elle est lourde de conséquences quand même. Oui, parce que d'abord, Rania Jordan s'exprime assez rarement, que la Jordanie a une place un peu particulière. C'est un pays qui a fait la paix avec Israël en 1994. Mais sur la question du double standard, je voudrais revenir là-dessus. Je crois qu'en fait, on poursuit une chimère. C'est-à-dire que je voudrais citer ici, pas du tout un géopolitologue, mais un philosophe, Nietzsche, qui explique bien que quand on veut la puissance, on demande la liberté. Une fois qu'on l'a, on exerce la suprématie, et si on n'a pas la puissance, on demande la justice. Voilà. Donc je pense qu'en fait, si vous voulez, le problème du double standard, c'est que, et c'est sans doute un problème de l'Occident et de la France et des États-Unis en particulier, qui ont un message messianique, c'est justement de parler de morale dans les relations internationales, de parler de justice, et donc forcément on est pris en défaut parce que en réalité derrière,
c'est toujours les intérêts et la puissance qui s'exercent. Moi, je ne crois pas, si vous voulez, que la Turquie ou des pays comme la Russie, qu'on appelle des puissances révisionnistes, se comporteraient mieux que les Occidentaux ou Israël dans leur guerre. Je ne crois pas du tout qu'ils le fassent. Seulement, ils sont pas en position de force, donc ils demandent la justice, ils font appel au droit international et ils nous prennent à notre propre jeu, qui est de toujours... Vous comprenez, moi j'ai suivi de près et même quasiment sous les bombes le conflit syrien. On nous a expliqué en Irak, c'est pas la Syrie, mais on n'a pas parlé de Mossoul, par exemple, de la reprise de Mossoul par les États-Unis. Ça a été un carnage. Je veux dire, cette ville a été rasée. Mais c'est ça le double standard, c'est-à-dire que quand on parle de Grozny, quand on parle de toute autre ville, quand on parle d'Alep, là on en fait des caisses, si je puis m'exprimer ainsi. Mossoul, ça a été un vrai carnage, mais c'était les États-Unis. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils ont la suprématie. Donc le double standard, il commence à être dénoncé parce que en fait on est pris au jeu, encore une fois, de la morale. Il faut pas mettre de morale dans les relations internationales. Je dis pas qu'il faut encourager une forme de cynisme ou de massacre, mais je veux dire, actuellement, le rapport de force n'est pas en faveur des pays arabes ni des Palestiniens. Et donc ce discours se répand. Je ne dis pas qu'il faille donner un blanc-seing à Israël, il faut rappeler un certain nombre de règles, mais si vous voulez, la question du double standard, c'est à double tranchant, une fois de plus. Philippe Bilger peut réagir. Monsieur le professeur, je comprends bien votre point de vue, il est très réaliste, voire par certains côtés brutal, mais si on élimine toute possibilité d'éthique internationale, est-ce que ça ne rend pas les problèmes ingérables dès lors qu'on les inscrit en permanence dans un registre purement politique et donc antagoniste, à perpétuité? Vous avez tout à fait raison, et vous savez, je m'interroge moi-même sur ma discipline, et je réfléchis à ces questions-là, et je voyage. Je suis allé en Israël, je suis allé en Cisjordanie également. Je suis en proie au doute également. Mais si vous voulez, moi ce que je vois, c'est que se construit un narratif qui consiste à embarquer tout le monde derrière un combat civilisationnel qui serait celui de l'Occident. Dès qu'on décortique un petit peu les réalités du monde, on s'aperçoit que ça marche pas. Vous parliez tout à l'heure de l'Azerbaïdjan. Par exemple, le principal financeur, enfin en tout cas celui qui arme l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, c'est Israël. Oui, bien sûr, je l'ai dit, et le pays qui soutient l'Arménie diplomatiquement dans la région, c'est l'Iran. Alors ça pose un peu un problème quand on nous dit Arménie, Israël, même combat, sauf que Israël n'est pas pour l'Arménie dans ce combat-là. Vous voyez, donc tout ce qui a trait à la morale et aux grandes idées me paraît toujours susceptible de toute façon se cogner à la réalité. Moi, je demande pas à Israël de soutenir l'Arménie. En fait, si vous voulez, dans l'histoire, il faut prendre, je crois, oui, alors peut-être une forme de cynisme, mais en tout cas, il faut prendre les choses telles qu'elles sont, les réalités telles qu'elles sont, et surtout juger, à mon avis, la politique internationale à l'aune des rapports de force, aussi terribles que ça puisse... Rapidement, vous avez entièrement raison. Moi, je suis depuis des années l'ami des Arméniens, l'ami des Israéliens. Et je peux vous dire que la situation actuelle, quand on est dans cette double amitié, elle est extrêmement compliquée. Bah oui. Constater que ce sont aujourd'hui les Iraniens qui protègent les Arméniens en disant aux Azéris ne rentrez pas, sinon nous interviendrons, et que les Arméniens se font tuer par des drones israéliens. Voilà. Et c'est ce qu'on disait juste avant, mais vous avez tout à fait raison. On avait cru s'inventer un monde binaire où il y avait les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Un nouveau monde est en train d'émerger, même si ce monde n'était pas aussi binaire que cela, un nouveau monde avec une recomposition complète qui est extrêmement compliquée à lire aujourd'hui. Olivier d'Artigol. J'entends le thème du cynisme, mais il faut aussi continuer à vouloir changer le réel. La référence va peut-être surprendre, mais Bernanos disait, la foi, c'est 24 heures de doute et 1 minute d'espérance. Dans les journées qu'on vient de vivre, la minute d'espérance, il faut continuer à aller la chercher. Et encore une fois, je juge très positivement, même si on se dit que c'est un long chemin,
que la solution à 2 États réapparaisse, enfin. Allez, vous réagissez au standard 0826 300 300. Hervé est avec nous. Hervé, une réflexion peut-être sur ce que vous entendez. Bah écoutez, moi, sur le sondage en particulier, moi je trouve ce que les gens ont voté à 64% en disant que on favorise l'Occident, mais moi je voudrais dire aussi que les médias, enfin la petite musique de la majorité des médias, elle est plutôt pro-palestinienne. Et puis d'autre part, moi je trouve que Rania de Jordanie, c'est vrai qu'elle peut difficilement faire autre chose que ce qu'elle a fait, mais il est dommage quand même, parce qu'elle veut calmer la rue arabe et en Jordanie en particulier, mais elle ne parle pas, elle n'évoque pas du tout ce qui s'est passé le 7 octobre. Elle aurait pu dire « je soutiens la cause des Palestiniens à Gaza, etc.», mais en disant qu'il était inacceptable de ce qu'a fait le Hamas. Elle a fait... Non, elle n'a pas fait. Elle a même pas fait une petite allusion. A priori, non. A priori, non. Remarque, Philippe Bilger voulait réagir. Non, pas du tout. J'avais l'impression tout à l'heure. Mais Frédéric Pichon... Elle a juste rappelé, je veux juste rappeler au monde que les mères palestiniennes, elles, leurs enfants, autant que les autres mères dans le monde. Donc j'imagine que ça a un lien avec Israël. Mais Frédéric Pichon, vous avez entendu Hervé d'Anthony. Il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on n'est pas, on parle de l'Occident, à la fin de 5 siècles de domination du monde par l'Occident? Il y a eu le siècle portugais, le siècle espagnol, le siècle français, le siècle britannique, le siècle américain, et qu'on est en train de passer à autre chose. Peut-être un siècle chinois, hein? Oui, alors comme vous le disiez tout à l'heure, moi j'ai aucune idée du siècle, de la nationalité du siècle sur lequel nous allons déboucher. Ce qui est sûr, c'est que nos mots, nos actes, je parle si tant est que l'Occident existe, mais nos mots et nos actes ne sont plus efficaces. Je veux dire, on est pris en défaut de nos grandes déclarations et notre manière d'être aussi dans le monde est de plus en plus critiquée. Donc c'est vrai que ça n'imprime plus. C'est la fin d'un cycle, naturellement. Il y a de nombreuses raisons à cela, des raisons démographiques d'ailleurs, au passage. Je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, l'Europe, c'était, en tout cas la population européenne, c'était 15% de la population mondiale. Je crois qu'on est descendu aux alentours de 5% désormais. Oui, la question, alors... Moi, je fais pas partie des occidentalistes, si vous voulez, qui sont pour une dernière, comme certains milieux néoconservateurs français, qui pensent qu'il faut, taper et assurer notre suprématie avec ce qu'il en reste, malgré le peu de puissance qui nous reste. Et je crois que dans la question d'Israël, on voit bien qu'il y a un alignement là-dessus. Je suis pas de ce bord-là, mais en même temps, je ne pense pas. Avec ceux qui voient la fin de l'Occident, je pense pas que ce soit ni souhaitable pour le moment, ni même qu'on puisse voir se profiler une puissance chinoise, russe ou indienne, parce que il y a trop d'ambiguïté, il y a trop de rivalité entre ces puissances-là. Comme disait je ne sais plus quel auteur, le gendarme américain est un gendarme maladroit et brutal, mais parfois il vaut mieux avoir un gendarme maladroit et brutal que pas de gendarme du tout. Oui. Et je pense qu'on va déchanter quand le gendarme va rentrer à la maison. Juste une dernière petite question, mais une phrase en tout cas une réponse très rapide. Quand la reine déclare que l'Occident est, selon elle, complice de la perte de vie palestinienne à Gaza, on est un peu, d'après ce que vous dites tous, un peu dans l'hypocrisie, on est d'accord? Non, moi je suis un peu étonné. Je peux comprendre la position géopolitique, c'est la reine qui s'exprime. La vraie question, c'est est-ce qu'un pays démocratique a le droit de se défendre avec tous les drames que ça peut entraîner lorsqu'il est attaqué par une organisation terroriste. Et cette question, elle est universelle. Voilà. Un État dont on veut la disparition. Dont on veut en plus la disparition, mais qui est un État démocratique. Enfin, tout le monde peut critiquer Israël, sauf que c'est une démocratie. Cette démocratie a-t-elle le droit de se défendre lorsqu'elle est attaquée? Oui ou non? Visiblement. Ça fera l'objet d'un vrai sujet. En tout cas, merci mille fois à Frédéric Pichon d'avoir été avec nous, professeur de géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient. Merci à notre vraie voix du jour, Hervé. Merci Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Oui, merci Olivier D'Artigol et merci François Pupponi. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ces médicaments. Vous avez certainement entendu parler du Rinette Villrum, du Nurofen
Benrum, de Lumex. On nous dit qu'il ne faut plus l'utiliser. Alors nous, on a envie de comprendre avec Philippe David, de se dire d'abord pourquoi ils sont encore sur le marché. Finalement, c'est quoi la trajectoire d'un médicament et pourquoi, au bout de certaines années, on nous dit que c'est pas bon. On va tout vous expliquer avec des spécialistes dans un instant. Ce sont les Vrais Voix responsables et on sera ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h.